Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici. D'ailleurs, c'est moi qui vous dis bienvenue, mais on est très très content d'être les bienvenus au bivouac de BNP Paribas. Merci à Roxana d'avoir fait le lien avec BNP Paribas pour qu'on ait ce magnifique lieu qui, je pense, fait plaisir à tout le monde. Qui connaissait déjà ce lieu avant? Ouais. Bon, bah c'est cool. On est très très content de vous le faire découvrir. C'est un endroit super où il se passe plein de choses. Je pourrais pas pitcher le bivouac vraiment très clairement, mais il y a du coworking, il y a de l'accélération, de programmes d'intrapreneuriat, d'entrepreneuriat aussi d'externe, de start-up. Voilà, il se passe plein de choses ici. C'est un endroit super. Donc on est très très content d'avoir l'occasion de vous accueillir ici. Donc, je suis Frédéric Bardot, je suis le président cofondateur de Simplon et de la Simplon Foundation. Et je suis très content de vous avoir et de lancer cette semaine de l'IA, qui est une série d'événements qui va se dérouler toute la semaine en présentiel et en distanciel, à l'initiative de Simplon. Mais comme Simplon travaille toujours en Justice League avec nos partenaires favoris, donc Impact AI, que vous aurez l'occasion de découvrir ce matin avec sa vice-présidente qui prendra la parole, même un petit peu enrouée, elle est là et merci d'être là. Et Numéum, et notamment Nova InTech. Là aussi, vous aurez la description de ce qu'est ce programme par Maëlys. Donc voilà, c'est une semaine qui est voilà, destinée à démocratiser, à discuter à bâton rompu de tous les sujets qui traitent de l'IA et de l'IA générative sur l'ensemble des aspects voilà, qu'on va détailler ce matin, donc avec beaucoup de choses autour de l'acculturation, de la formation, de l'inclusion, de la diversité, de l'emploi, des compétences, des femmes, des personnes fragiles, de l'AI for good. Enfin, vous voyez que ce n'est pas les sujets qui vont manquer. Donc, on est très, très content que vous soyez là. Merci à Louise qui a eu la très mauvaise idée de cette semaine de l'IA. Et donc, voilà, Louise qui est là-bas. Donc, je vous propose de démarrer avant de vous présenter les super panélistes qui nous font l'honneur d'être là ce matin. Juste pour vous dire que donc, Simplon et la Simplon Foundation, on est à fond sur l'IA générative, mais on était déjà à fond sur l'IA depuis 2018. On a fait un certain nombre de programmes qui seront certainement détaillés par les panélistes. En fin 2022, on a tous un peu, comme tout le monde, pris la claque de l'IA générative avec la sortie de ChatGPT. Et donc, à titre personnel, mais toute la maison Simplon et la Simplon Foundation a sauté sur cette occasion pour faire en sorte que ces technologies-là voilà, bénéficient au plus grand nombre, que ces technologies ne laissent personne au bord du chemin et qu'on puisse se les approprier de manière responsable et éthique. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on est très content de lancer cette semaine-là. On va pas, le but, c'est pas de parler des initiatives de Simplon, même si ça risque d'être le cas avec les panélistes, mais on a des programmes dans tous les sens. Donc voilà, on a changé nos contenus de formation, on est en train de former l'IA générative l'ensemble des apprenants, des 7000 personnes qui passent par les formations Simplon chaque année dans ce qu'on appelle nous la prairie, qui est donc notre anti-piscine, donc, où les gens ne savent pas nager mais on les noie pas et ils viennent juste brouter l'herbe gentiment, hein, on appelle ça la prairie. On a des partenariats assez incroyables avec des gens qui sont ici et qui seront détaillés, beaucoup de choses, et notamment une qui s'est lancée la semaine dernière à Marseille avec les ateliers d'IA générative avec Meta. On fait des formations financées par l'Union européenne dans plusieurs pays en Europe sur l'acculturation à l'IA et à la cybersécurité des TPE-PME, qui est une cible, je crois que certains vont en parler, qui est une cible à développer, où il faut absolument qu'elles se saisissent de ces outils-là. Et BNP Paribas ne fait pas que nous accueillir, on a aussi des programmes très importants avec BNP Paribas sur l'IA, en partenariat avec Microsoft, et notamment des SaaS réservés aux femmes, puisqu'on va parler pas mal de féminisation des métiers de la tech. Voilà, je ne serai pas plus long, on a aussi des choses qu'on va lancer sur la question du handicap et des IA génératives, puisque comme vous le savez, les IA génératives sont multimodales, et multimodales, ça veut dire que texte, son, image, vidéo, tout ça, ça devient un peu interchangeable, et ça, pour nous, c'est une occasion incroyable de pouvoir faire des choses dans le domaine de l'accessibilité numérique et du handicap. Donc, vous n'allez pas finir d'entendre parler des initiatives de Simplon sur le handicap. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le titre de cette table ronde, c'est l'IA générative. Comment ça représente des opportunités pour la France. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de débat sur le fait que ce soit des opportunités ou pas, c'est plutôt sur le comment. Donc ça, c'est notre côté optimiste et volontariste à Simplon. Donc on est vraiment persuadé que cette nouvelle vague d'usage et de technologie est une opportunité incroyable pour notre pays. J'avoue que moi qui suis un petit peu, comme beaucoup de gens dans la salle, à fond sur l'IA et sur l'IA générative depuis quelques mois et quelques années, en ce moment, être français, ça me rend très très fier, parce qu'il y a des Français
projets dans le monde de l'IA partout. Il y en a au plus haut niveau, il y en a dans les grandes entreprises. Et donc voilà, je trouve que c'est un motif de fierté très important que la France soit en tête de pont sur ces sujets-là. Et donc on parlera peut-être de ça aussi. Voilà, sans plus attendre, je vais vous présenter nos panélistes, donc dans le désordre, hein, comme d'habitude. Donc on commence par Hélène Chinal, donc, qui est vice-présidente d'Impact AI, un think and do tank que Hélène développera, et accessoirement, dans son autre vie, directrice de la transformation chez Capgemini Europe du Sud. Merci d'être là, Hélène. Maëlys, je commence par les deux partenaires, Impact AI et Numéum, et en plus, ce sont les deux femmes de ce panel, mais c'est un hasard, heureux hasard. Maëlys Taube, qui est d'abord une entrepreneuse, une fondatrice d'une start-up dans le domaine de la data, mais qui représente le syndicat professionnel du numérique et des entreprises du numérique, Numéum, et notamment une de ses commissions sur la féminisation des métiers du numérique qui s'appelle Nova InTech. On est très content de faire cette semaine en partenariat. Henrik, complètement dans le désordre aussi, Henrik Lopez, directeur de l'initiative et du plan IA en France et de l'impact positif, parce que bon, tu n'arrives pas à séparer les deux sujets, donc nous, ça nous va bien hein, que tu mélanges les genres comme ça. Et donc, tu vas nous raconter toutes les initiatives que Microsoft France prend dans le domaine de l'IA générative. Sylvain Poirier, merci d'être avec nous. Sylvain, vous êtes responsable, jeune responsable, mais ancien chez France Travail, du programme Data IA qui s'est lancé donc en mars auprès de France Travail, et vous allez nous expliquer quels sont les objectifs de ce programme-là. Donc merci d'être avec nous. Avant, on faisait toujours le hashtag avec Pôle emploi, maintenant c'est avec France Travail. Donc on est content de faire cette semaine de l'IA avec France Travail, comme d'habitude. Martin Signou, qui rentre de vacances comme moi, non, il a bonne mine, qui est donc responsable des affaires publiques chez Meta France, notamment en charge de petits sujets sur l'IA générative, les technologies immersives et plein d'autres. Je te laisserai détailler ça. Et Robert Demory, très content aussi que vous soyez là, donc qui est un transfuge de l'IT du groupe La Poste, maintenant passé côté RH. Et donc vous allez nous expliquer, de votre point de vue de directeur du développement professionnel au niveau du groupe La Poste, tout ce qui peut se passer dans cette belle et grande maison qui a une grande tradition aussi d'acculturation sur le numérique. Et donc sur l'IA, on imagine que c'est la même chose. Ben voilà, vous savez qui vous avez en face de vous, donc merci à vous d'être là. Je vois qu'il y a un mélange très disparate d'apprenants, d'entreprises et puis de personnes de l'équipe et de gens de l'écosystème, donc je suis très très content. Alors, qui prend la balle au bon en premier? On fait le même tour de piste dans le même sens. Hélène, tu veux commencer? Le Capgemini va être très content de savoir que je suis accessoirement. Non, je veux dire, c'est pas à ces titres-là que tu es sur scène. Bien sûr. Bon. Non, donc, en fait, je voudrais commencer par présenter Impact AI, qui est une association, donc Think and Do Tank, et le do est très important, créée au moment du rapport Villani en 2018, qui est l'agrégation d'un écosystème pour une IA de confiance. À l'époque, on parlait déjà beaucoup d'IA, puisque finalement, l'IA, c'est pas tellement nouveau, hein. Ça fait 20 ans qu'elle se développe par génération, et à l'époque, il y avait beaucoup d'angoisse qui se manifestait autour de l'IA, et d'où l'idée de créer cette association pour une IA de confiance. Cette association, c'est le rassemblement d'un écosystème d'entreprises petites et grandes. Donc il y a des startups, des grands groupes, des acteurs du numérique, des fabricants d'intelligence artificielle, des écoles. Et notre objectif, d'ailleurs on se nomme collectif, c'est de co-construire des éléments pour une IA de confiance et de partager finalement l'expérience de grands groupes, puisqu'une association par définition, ses moyens ce sont ses membres. Et l'idée c'est avec l'expérience de toutes ces entreprises, de ces écoles, de mettre en commun pour créer une IA de confiance, en créant des boîtes à outils, en créant des documents qui permettent de connaître l'expérience et l'impact de l'intelligence artificielle au sein des membres de cet écosystème, mais aussi de développer des formations. Par exemple, une des premières actions qu'on a menées, c'est de créer un catalogue des formations à l'IA dans le supérieur qui n'existait pas. Inutile de dire que le lendemain du jour où on l'a créé, il n'était plus à jour. Et donc, c'est quelque chose qui doit vivre. Donc, on est initiateur. On n'a pas la prétention non plus de maintenir en tant qu'association. Par contre, on se renouvelle en permanence puisque tous les membres d'Impact IA, évidemment, se mettent à jour en permanence dans leur métier. Et du coup, on enrichit en permanence le catalogue. On produit des points de vue. J'y reviendrai un peu plus tard.
Donc notre objectif, c'est de promouvoir le développement et le partage pour une IA de confiance, globalement. Et de s'exprimer dans le public et de participer et d'influencer tout ce qui se passe autour de l'intelligence artificielle en France et en Europe. Donc aujourd'hui, nous sommes 70 membres et nous sommes persuadés qu'il y a un impact systémique, que ça concerne les entreprises, les citoyens, l'État, les institutions. Et évidemment, c'est systémique en France, mais aussi au niveau européen et mondial. Et d'ailleurs, on voit que ceux qui ont plus investi, en tous les cas sur les solutions et les IA, se situent plutôt outre-Atlantique. Alors le thème, c'est l'opportunité. Donc on parlera quand même comment transformer les risques en opportunité, ce qui est la vocation d'Impact AI, puisque finalement, il faut transformer la peur ou l'angoisse en opportunité. Et fondamentalement, l'intelligence artificielle, elle n'est pas là pour remplacer, elle est là pour ajouter. En tous les cas, c'est le point de vue qu'on défend, sous réserve, évidemment, d'en faire bon usage. Et c'est notre objectif, de faire en sorte que l'usage de l'intelligence artificielle soit un usage de confiance. Voilà ce que je voulais dire en introduction pour faire un peu plus connaître Impact AI. Et on a construit un position paper à la fin de l'année dernière. Donc si vous avez envie de savoir un peu plus quels sont nos objectifs, nos points de vue, vous pouvez aller le regarder sur le site Impact AI. Merci Hélène, mais tu auras l'occasion de détailler parce que là, j'ai déjà envie de te relancer sur plein d'autres choses. Henrik, il me semble que dans la mission de Microsoft, il y a une idée que les gens doivent se saisir des technologies pour faire ce qu'ils ont envie de faire et créer des choses. Avec l'IA générative, tu es servi là, non? Je ne sais pas si c'est moi qui suis servi. Je pense que c'est une opportunité pour chacun et chaque organisation. En fait, pour être très précis sur la mission de Microsoft, Frédéric, c'est écrit derrière le badge de chaque employé, donc on la connaît par cœur et on la connaît aussi en français. C'est permettre à chaque individu et à chaque organisation de réaliser ses ambitions, et notamment avec le numérique. Ce qui est important, je pense que c'est les individus et les organisations. Et si on prend le sujet de l'IA générative, et c'est pas nouveau, sur l'IA d'une manière générale, c'est quelque chose qui est ancré dans entre guillemets, le mode de fonctionnement d'une organisation comme Microsoft, que d'avoir des actions citoyennes et des actions aussi tournées vers les organisations. Chez Simplon ou même chez d'autres acteurs, vous êtes bien placés pour le savoir. Il y a 5 ans, on lançait ensemble, un peu plus maintenant, je dis 5 ans, mais non, le temps passe vite, on est presque à 6, en même temps qu'Impact AI d'ailleurs. Les écoles IA, c'est un des dispositifs qui montre que l'intelligence artificielle, c'est une opportunité pour les individus. On ne peut pas se satisfaire, et c'est malheureusement encore le cas aujourd'hui, de personnes qui sont formées à l'intelligence artificielle à un niveau uniquement à 70, voire un peu plus, un niveau bac plus 5 et plus. Moi, j'aime bien donner toujours cet exemple-là. C'est comme si dans le pays de la gastronomie, on formait des cuisiniers, mais que des chefs 3 étoiles, quoi. Donc c'est super, mais une brigade, c'est composé de talents divers. Donc ça fait plus de 5 ans qu'on le fait ensemble et qu'on montre que c'est accessible à tout à chacun, sans nécessité de diplôme, que c'est aussi accessible aux femmes. On lance des programmes parce que les écoles IA, c'est super, mais on pourrait faire aussi des trucs géniaux, d'où le programme Génial. Génial. Voilà. Donc, et là, il n'y a pas eu de chat GPT ou de copilote pour trouver. Je crois que c'est de l'intelligence humaine qui a trouvé le marketing. Donc, des programmes de type, on va dire, bootcamp qui permettent à ces femmes de découvrir les métiers du numérique. Ça, c'est quoi? C'est plus d'1 millier d'emplois qui sont créés, parce que derrière, c'est pas uniquement former, c'est mettre dans l'emploi. Et mettre dans l'emploi, c'est trouver des organisations. Donc il y a plus de 300 partenaires, donc des ESN, mais pas que, des PME régionales ou des entreprises régionales qui vont embaucher ces développeurs en intelligence artificielle. Et là, on attaque le deuxième volet du sujet, c'est les organisations. C'est une opportunité pour les organisations d'utiliser l'intelligence artificielle et pas que les grands groupes, parce que ça, ils ont très bien compris et on travaille, nous, très proches, mais il y a effectivement un tissu économique régional qui a besoin aussi de s'accaparer les sujets de l'intelligence artificielle pour leurs propres besoins. Et ce que j'échangeais tout à l'heure, moi, j'ai vu
Les chiffres de la BPI, enfin BPI Lab, il y a publié le 15 mars, quand on voit qu'il n'y a que 3% des dirigeants qui utilisent l'IA générative et à 71%, ils manquent de compétences et ils manquent d'avoir identifié leur cas d'usage. On ne peut pas se satisfaire de ça. Le tissu, voilà, pour la France, il faut que le tissu économique local s'en saisisse. Donc, pour ce faire, il faut former. D'où le lancement d'une initiative comme Avoulia pour former 100 000 personnes à l'intelligence artificielle et particulièrement dans les secteurs de l'éducation et dans la cible TPE, PME. Mais les former, mais aussi leur faire découvrir les cas d'usage pour qu'après ils puissent l'intégrer dans leurs organisations et certainement aussi se dire maintenant je vois les cas d'usage et je peux aussi embaucher des profils qui vont m'aider. Donc créer un cercle vertueux, comme ça j'aurais bouclé la boucle, entre on crée des talents, on crée de l'emploi, mais en même temps on crée des opportunités de transformation, d'accélération de l'adoption de l'IA générative pour après faire un cercle vertueux ensemble. Voilà. Merci Henrik. Maëlys, c'est quoi le point de vue du syndicat des entreprises du numérique? Parce que les TPE sont peut-être encore un petit peu en retard, mais les ESN et tes adhérents, ils sont à fond. Et comment tu vois ça de ta fenêtre Numéum? Alors, tout d'abord, Numéum, je pense que tout le monde ne connaît pas encore ici. Numéum, en gros, c'est le MEDEF du numérique. Donc, c'est un syndicat patronal qui représente tous les acteurs du numérique en France, c'est-à-dire les éditeurs de logiciels, les plateformes, les ESN et les entreprises de conseil technique. Ça fait 2500 adhérents et ça pèse 85% du chiffre d'affaires du numérique en France. Donc un syndicat patronal, ça sert à quoi? Ça sert à défendre les intérêts des acteurs de la filière. Donc notamment chez Numéum, nous avons La Poste qui est adhérent, Capgemini, Meta, si je ne me trompe pas, Microsoft bien sûr. Donc défendre les intérêts des acteurs de la filière auprès des pouvoirs publics, mais aussi ça veut dire les accompagner dans leur croissance. Et chez Numéum, avec la nouvelle présidente qui pour la première fois en 50 ans est une femme, qui s'appelle Véronique Turner, on a un axe stratégique très fort sur le numérique responsable, donc une croissance responsable, aussi bien d'un point de vue éthique que sociétal. Et transition énergétique, bien évidemment. Donc, l'IA est évidemment un des sujets phares de Numéum, tant sur la partie, on va dire, affaires publiques, lobbying, sur la réglementation, la régulation autour de l'IA, donc auprès du gouvernement, mais également à Bruxelles. Numéum a un bureau à Bruxelles et agit énormément sur ce sujet de régulation. Les élections européennes vont avoir lieu bientôt. On a regroupé tout un collectif d'organismes qui s'appelle Convergence numérique, notamment avec le SIGREF, qui est l'association des DSI. Et on va faire pitcher chaque candidat français à l'élection européenne, là, cette semaine, le 25 avril, pour comprendre s'ils maîtrisent eux-mêmes bien le dossier du numérique pour une Europe responsable, qui est, comme tu disais, Cocorico, mais aussi à l'échelle européenne, qui est porté, le numérique est en train de se révolutionner grâce à l'IA. Donc il est extrêmement important que l'Europe joue son rôle d'un point de vue, moi j'appelle ça le phare, d'un point de vue régulation, éthique, responsable. Donc c'est notre rôle chez Numéum et nous avons une vingtaine de commissions. Donc des commissions qui travaillent sur des sujets aussi bien verticales de filières comme l'industrie de demain, l'e-santé, l'e-commerce, mais également des commissions très deep tech, donc Cyber for Tomorrow par exemple, ou Ethical AI. Et moi en particulier, je m'occupe plus précisément d'une commission sur la féminisation de la tech, donc Nova InTech. Et sur ce programme Nova InTech, notre première action, c'est d'accompagner les entreprises du secteur de la filière à recruter des femmes en reconversion. Puisque presque 6 femmes sur 10 actives aujourd'hui rêvent d'une reconversion.
Donc qu'elle soit expert comptable, directrice des achats ou commerçante, peu importe. 6 femmes sur 10 actives aujourd'hui rêvent d'une reconversion. Mais la plupart de ces femmes ne sont pas attirées par les métiers du numérique en général et donc en particulier de l'IA. Pourquoi ? Il y a beaucoup de raisons, on va peut-être pouvoir repasser ces raisons, mais une des raisons pour laquelle nous nous sentons responsables en tant que syndicat, c'est que nos entreprises ne sont pas du tout attirantes. C'est de notre faute en fait. Nous ne sommes pas suffisamment attirants pour ces femmes qui rêvent d'une reconversion, alors que justement elles ont des talents et des soft skills qui sont des vraies opportunités, des vraies chances. C'est un vivier de talents exceptionnel pour notre économie en France. Et je voudrais juste terminer sur un chiffre, parce que j'ai pas mal de listes d'études, de chiffres que vous pourrez peut-être recevoir si vous le désirez. Donc le gouvernement a fait paraître, vous savez, un rapport qui s'appelle « IA, une chance pour la France », qui date du mois de mars. Là. Et la hausse du PIB, grâce à l'IA, au bout de 10 ans, serait entre 250 et 420 milliards d'euros. Donc voici l'impact que peut avoir sur notre économie française par l'IA. Ça, c'est de l'opportunité. Martin, avant de passer à nos deux acteurs qu'on ne dirait pas être des purs players du numérique, mais qui sont à fond sur le numérique, le point de vue de Meta sur l'IA générative, peut-être les gens ne savent pas qu'ils jouent avec des IA sur les services de Meta depuis toujours. Oui, alors l'IA, 2 choses, je pense. L'IA, elle est partout dans les services de Meta, et l'IA, c'est aujourd'hui devenu l'affaire de tous. L'IA, elle est partout dans les services de Meta parce que très tôt, on y a vu une opportunité. Ça fait finalement plus de 15 ans à peu près qu'on a particulièrement investi dans ce domaine parce qu'on a fait le constat que pour opérer des services à très grande échelle, on allait avoir besoin d'automatiser certaines tâches. Les tâches de traduction. Pour aujourd'hui, si vous allez sur Facebook ou Instagram, vous avez un sous-titrage automatique ou une traduction automatique dans des langues, l'indonésien, des petits langages africains que vous ne parlez pas. Et donc, c'était lever cette barrière. Et ça, on ne pouvait pas avoir des traducteurs qui le faisaient à grande échelle avec des milliards de contenus chaque jour. Sauf qu'à l'époque, quand on a commencé à investir dans l'intelligence artificielle, un peu plus de 15 ans, l'IA, elle était balbutiante. Elle ne fonctionnait quasiment pas sur ces traductions. Elle ne fonctionnait quasiment pas sur la classification d'images pour avoir des systèmes de modération de contenu, des systèmes de recommandation. Et donc, du coup, on a vu une opportunité dans l'intelligence artificielle de faciliter et de perfectionner nos services. Et sauf que vu que l'intelligence artificielle était encore balbutiante, il fallait la développer, il fallait investir, il fallait l'améliorer. Et quoi de mieux qu'une approche de science ouverte pour le faire ? Et c'est pour ça qu'en 2013, on a créé, notamment avec le recrutement de Yann Lequin, qui est venu ouvrir ce laboratoire de recherche fondamentale, créer un laboratoire de recherche fondamentale et de science ouverte. Et en fait, petit à petit, c'est des progrès incrémentaux qui se sont faits sur 10 ans, qui ont permis de passer de systèmes qui étaient des systèmes en fait très étroits, des systèmes qui pouvaient traduire du français à l'anglais, à l'écrit, de l'anglais au français, à l'écrit, etc., à des systèmes qui sont devenus plus généralistes. Et la vraie révolution qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est peut-être moins celle de l'IA générative que celle de l'IA généraliste. D'avoir des modèles qui sont capables de faire plusieurs choses différentes, des modèles qui aujourd'hui deviennent multimodaux, c'est-à-dire qui sont capables de faire non plus uniquement du texte, de l'image, du son, mais tout à la fois. Et c'est cette multimodalité, demain avec des modèles qui seront capables d'un peu plus raisonner, planifier, qui vont finalement faire de l'IA une opportunité de plus en plus grande. Et cette révolution qu'on voit depuis du coup quelques 2-3 ans, il y a eu ce moment IA générative. L'IA générative, c'est parce que l'IA elle est devenue plus visible d'un coup. Ça montre bien que l'IA, elle est sortie des laboratoires. Elle n'est plus l'apanage de quelques data scientists qui ont des doctorats en intelligence artificielle appliquée. C'est devenu l'affaire de tous. Et on peut aujourd'hui tous jouer avec ces modèles. Et on voit 2 choses. On voit que c'est déjà une source d'opportunité en France. Moi, j'ai été particulièrement étonné de voir l'agilité de la puissance publique française, l'administration qu'on ne considère pas de manière dans la sagesse populaire comme le secteur le plus dynamique, qui s'est emparé de l'IA générative. Et j'entendais Laurent Blanc qui disait on a créé un système d'IA générative pour le service public, avec Service Public Plus. Le délai de réponse aux usagers, aux citoyens, il est passé de 19 à 3 jours.
Et ils ont utilisé des modèles d'intelligence ouverte, d'abord Llama 2, ensuite Mistral, et ils se sont emparés de l'IA générative pour en faire une opportunité pour le service public, pas uniquement pour des startups ou des grands laboratoires d'innovation du CAC 40. Pareil, nous, on a lancé un programme à Station F l'année dernière, et on a été étonnés de recevoir plus de 100 candidatures de startups qui utilisent déjà des modèles open source dans tout un tas de domaines, pas uniquement dans l'IA générative, avec des modèles multimodaux dans le domaine de la robotique, par exemple, avec Pollen Robotics, dans le domaine de la cybersécurité, avec Kevlar, dans le domaine du juridique, avec Gemini AI. Et on a été surpris de voir l'enthousiasme et la qualité des produits qui étaient des services qui étaient déjà développés sur des systèmes d'intelligence artificielle aujourd'hui et déjà en France. Alors maintenant, comment on passe à l'échelle? Comment on s'assure que l'IA puisse être une opportunité pour tous et que ce soit l'affaire de tous? Parce que ces modèles, ils sont devenus généralistes, ils sont sortis des laboratoires, ce ne sont plus l'apanage de quelques data scientists, mais pour être sûr de maximiser les opportunités pour tout un chacun, il faut encore former, acculturer, sensibiliser. Et je pense que dans cette verticale de sensibilisation, d'acculturation, d'éducation, en fait, il y a 3 grandes composantes. Il y a une première composante qui est celle du grand public et vraiment de la démystification. Parce qu'aujourd'hui, bon, je pense que dans cette salle, on est à peu près tous familiers un petit peu avec ce qu'est l'IA générative, on a une connaissance à peu près de la diversité des modèles, mais pour beaucoup de nos concitoyens, c'est encore assez flou. Ils ont peut-être utilisé ChatGPT, Midjourney, mais bon, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est derrière, quelles sont les possibilités, comment on peut les utiliser, c'est encore assez flou. Donc il y a un vrai enjeu déjà de juste démystification très grand public, et ça c'est une chose qu'on a essayé de faire chez Meta avec l'association Génération Numérique, en lançant une campagne de sensibilisation. Il y avait un appel à projet pour des créateurs de contenu pour venir faire de la vulgarisation scientifique sur ces IA génératives, les opportunités et leurs limites aussi, parce qu'il faut avoir conscience des limites pour pouvoir bien utiliser l'outil et l'utiliser à bon escient. Donc ça, c'est une première verticale. Il y a une deuxième verticale qui est l'IA, c'est un outil. Et comme tout outil, il faut en apprendre un petit peu les codes, il faut apprendre à s'en servir. C'est pas juste je vais sur une plateforme, un chat GPT, un chatbot, et puis hop, je peux l'utiliser comme ça, sans aucune connaissance. Il y a des codes un petit peu à avoir, l'art du prompt, etc. Et ça, on a décidé de faire quelque chose avec Simplon, qui nous semblait être un acteur quand même, qui avait une expertise assez et un ancrage territorial assez bon dans ce domaine, pour lancer des ateliers de sensibilisation à l'IA générative, des ateliers de formation qu'on a du coup inauguré la semaine dernière à Marseille, et à travers lesquels, avec des ateliers en présentiel, en physique, puis une déclinaison en ligne, on va essayer, dans des petits modules assez courts, au final 2 à 3 heures, de donner les clés au plus grand nombre pour qu'ils puissent en faire une opportunité dans leur vie personnelle et professionnelle. Et puis, il y a une troisième composante dans ce domaine de l'éducation et de la formation qui est assez importante, c'est que, vu que l'IA aujourd'hui, c'est plus l'apanage de ces data scientists qui ont un doctorat ou un bac plus 5, 8 dans le domaine, en fait, il y a beaucoup de métiers qui vont se créer. Aujourd'hui, prendre un modèle ouvert et le fine-tuner, par exemple, c'est finalement assez facile. Vous et moi, sans doute, je ne précise pas, moi en tout cas, je ne sais pas le faire, mais si je prenais le temps de me former, je n'aurais pas besoin d'aller faire un doctorat pour pouvoir le faire. En quelques mois de formation, je serais capable de pouvoir finalement fine-tuner un modèle et pouvoir l'adapter à des cas d'usage spécifiques et finalement en faire bénéficier mon organisation, ma structure, mon association. Et ça, du coup, c'est des nouveaux métiers, des nouvelles compétences qui sont accessibles grâce à toute une panoplie d'outils, des outils tels que PyTorch, des bibliothèques logicielles qui permettent d'utiliser ces modèles de manière de plus en plus facile, qui permettent en fait de s'approprier ces modèles avec également un coût en termes d'infrastructure, logistique, logiciel qui est de plus en plus réduit et qui permettent du coup en fait de faire de ces modèles d'intelligence artificielle une vraie opportunité pour tous. Et je pense que si on arrive collectivement en France, et c'est pour ça, merci Fred d'avoir réuni du coup ce panel, je pense, avec des acteurs comme Impact AI qu'on a rejoint, des acteurs comme Numéum aussi qui font beaucoup pour essayer d'avoir une cartographie et d'évaluer les besoins de l'écosystème, des acteurs aussi du service public, parapublic qui s'engagent dans ce domaine. Si on arrive collectivement à adresser ces 3 verticales, vraiment la sensibilisation du grand public, leur donner des clés avec des ateliers un peu de mise en pratique, et puis trouver les nouveaux métiers qui vont permettre de faire le pont entre ces modèles de pointe et les cas d'usage, là, on va réussir collectivement à avoir cette transition et à avoir ces milliards de PIB en plus qui seront source de richesse collective, en fait. Merci, Martin. Alors, Sylvain, c'est quoi le rapport entre la data, l'IA, France Travail? Alors, France Travail, on porte une ambition qui est en continuité avec celle de Pôle emploi, contribuer au plein emploi d'ici 2027. Et pour contribuer au plein emploi, il faut forcément
accompagner les demandeurs d'emploi au retour à l'emploi, et ça passe par la formation. Donc moi je suis ravi d'être là, puisqu'on travaille avec Simplon déjà depuis plusieurs années. En 2023, on a mobilisé Simplon sur 1700 actions, dont 800 POEI, à la fois pour préparer des demandeurs d'emploi à des embauches. On a également on a travaillé ensemble sur des initiatives avec un lab pour détecter la motivation des candidats à intégrer les métiers du numérique. Et puis vous avez bien sûr participé à la semaine des métiers du numérique qu'on a réalisée en début d'année. Donc voilà, Simplon est largement mobilisé dans ce cadre-là. Et puis bien sûr, on va continuer au-delà du numérique par rapport à l'IA, à former, à sensibiliser, à mobiliser toutes les ressources qu'on peut avoir autour de la formation sur l'IA générative, pour pouvoir faire en sorte de former, de sensibiliser nos demandeurs d'emploi et tous nos publics à ces métiers, à ces nouveaux métiers. Alors concernant France Travail, on est sur l'IA au sein de France Travail. Ça fait déjà plus une dizaine d'années en fait, qu'on a investi à la fois sur la partie data et à la fois sur la partie IA. On a créé dès 2018 un programme qui s'appelle Intelligence Emploi, qui a permis de construire un socle autour de l'usine IA, qui est une capacité à fabriquer des solutions IA autour d'une plateforme IA, un comité éthique interne, un comité éthique externe, pour pouvoir aller vers des IA de confiance, des IA éthiques. Donc voilà, l'IA, ça fait partie du développement stratégique de France Travail, parce qu'on est convaincu que c'est un levier indispensable pour favoriser l'accès et le retour à l'emploi. On a travaillé autour de cette acculturation continue, à la fois au niveau des agents, à la fois au niveau des demandeurs d'emploi, sur le cadre de confiance. Je viens d'en parler. Et donc, tout ça, c'était autour de l'IA, on va dire, classique, c'est ce que Martin évoquait. Et on a un nouveau pas maintenant avec l'IA générative qui nous amène à de nouvelles possibilités, notamment de revoir l'expérience qu'on va proposer à nos usagers, de revoir la manière dont on va délivrer nos services. Avec l'idée de ce nouveau programme Data et IA qui se lance, de pouvoir simplifier le quotidien de nos agents, leur permettre de gagner du temps, leur libérer du temps pour être au service de l'humain, au service de nos usagers, et également de pouvoir changer en profondeur la façon de délivrer nos services pour mieux répondre aux besoins de nos usagers. Et c'est quoi vos objectifs? Vous avez une roadmap, des objectifs précis? Parce que vous pouvez rappeler aussi la population concernée, à la fois côté demandeur d'emploi et côté agent. Et après, on passera la parole à Robert, qui a aussi une population assez impressionnante. Mais là, on parlait de passage à l'échelle. Ça passe à l'échelle, non? Alors, l'objectif, c'est effectivement de proposer des services qui vont servir le plus grand nombre, qui vont nous permettre de passer à l'échelle. Le programme est en lancement, donc on a des premières capacités qui vont être distribuées dans les prochains mois. Pour l'instant, on est plutôt, on est sur de l'exploration, on est sur des premières initiatives. Voilà, on a besoin de construire de manière prudente ces capacités, de les proposer de manière sécurisée. Donc c'est important de pouvoir construire ça par étapes. Et c'est bien normal de le faire de manière prudente. On compte sur vous. Robert, du point de vue du groupe La Poste et du transfuge de l'IT passé côté RH, c'est quoi ta vision? T'inquiète pas, il va très bien, le transfuge. C'est ton mot. Bonjour Jean-Théo, puis merci pour ton invitation. Avec plaisir. Donc le groupe La Poste, vous connaissez au moins le facteur, le bureau de poste. Vous connaissez peut-être moins, c'est 40% de son chiffre d'affaires à l'international. Ce que vous connaissez peut-être encore moins, puisqu'on est quand même sur la partie de la data, c'est que c'est un des domaines d'activité de prédilection de La Poste, puisqu'on a plus de 500 experts aujourd'hui en data IA et IA générative, j'y reviendrai,
que ce soit à l'intérieur du groupe La Poste, que ce soit à travers ses filiales, puisqu'on a Open Value, SoftSteam et ProBayes surtout, et derrière tout le groupe de Capost. Donc derrière ces 500 experts-là, nous sommes convaincus, et on a la chance, entre guillemets, c'est que ça fait déjà très longtemps, effectivement, on a une équipe dirigeante qui est convaincue que la data, l'IA générative, et je fais sciemment ces trois étapes-là, est une réelle opportunité, sous réserve qu'on soit bien dans un cadre d'IA de confiance. Et évidemment, on y reviendra, puisque vous le savez, comme nous tous, entre guillemets, c'est que ça peut être le pire, et puis aujourd'hui, on parle le meilleur. Donc nous, on est convaincus que l'IA peut libérer le salarié, peut être générateur, entre guillemets, de valeur, complètement en phase avec ce que disait Maëlys. Donc c'est en phase, toute cette partie d'IA, par rapport à trois choses. Nos valeurs, je viens de le dire, c'est-à-dire qu'il faut que tout ça se fasse dans un cadre, entre guillemets, sain, sécure, qui libère les énergies et pas l'inverse. On est convaincu aussi dans notre cadre d'entreprise à mission, puisque depuis, par exemple, 3 ans, on a plus d'une centaine de conseillers numériques, parce que j'y reviendrai aussi. Nous sommes tous, je suis sûr, dans cette salle, très initiés à la data et l'IA. Ce n'est pas le cas de toute la population, y compris à l'intérieur de nos entreprises. On le dit un petit peu moins avec pudeur, parce que ça se dit moins, mais j'y reviendrai. On a aussi des collaborateurs à accompagner, et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, ces conseillers numériques, effectivement, sont à disposition. En termes de business aussi, pour être très clair, puisqu'encore une fois, nous sommes aujourd'hui un des leaders, et ça se sait moins en termes de coffre-fort électronique, DigiPost, en termes de services d'identité numérique, en termes de stockage de données avec Numpost, ou en termes de vote électronique, par exemple. Donc tout ça derrière fait recours à de l'IA et fait recours à de l'IA de confiance, comme je disais. Donc une fois que vous avez tout ça, il faut bien être clair, si vous ne pouvez pas cette ambition-là, tu le disais Frédéric, le groupe La Poste, alors si je prends que La Poste maison mère, on va dire que c'est 150 000 personnes, et vous ne pouvez pas avoir cette ambition-là politique, stratégique, sans vous assurer que tous vos collaborateurs vous suivent. Et donc et ça dans un cadre, et ça on va être tous d'accord aussi, dans un cadre qui s'accélère en permanence. Je vais vous donner juste 4 chiffres pour terminer. Je disais, la data est quelque chose qui est inscrit dans les gènes de La Poste depuis longtemps. On a commencé à monter notre première charte data en 2016. Ça paraît une éternité, 2016. 8 ans, c'est une éternité. Je vous rassure, on l'a complété en 2021 avec les chartes data et IA. Bien avant l'IA Act, entre guillemets, parce que, toujours le leitmotiv, c'est que pour pouvoir libérer les énergies, pour pouvoir générer de la valeur, créer, il faut aussi s'assurer de la souveraineté de la donnée et s'assurer, entre guillemets, de l'IA de confiance. 2021, nous avons réécrit notre plan stratégique. Et dans le cadre de ce plan stratégique, notre président a pris une initiative qui pourrait paraître très marketing, 100% de postiers acculturés au numérique en 2025. Alors, ça pourrait être très marketing, si ce n'est que, d'une part, juste pour vous faire sourire, c'est inscrit c'est une des parties prenantes du calcul de notre bonus à tous, y compris notre président, que donc vous avez un indicateur qui est suivi par le conseil d'administration. Et là, on rigole beaucoup moins, parce que du coup, c'est beaucoup moins marketing. Voilà. Donc, je peux vous dire qu'on est à 65%. J'étais en charge, justement, de monter un programme dès 2021 qu'on appelle Cap Compétences Numériques. Parce que quand vous dites 100%, toi, facile, là. Dans cette salle-là, je suis sûr qu'à la fin de l'année, facile. Oui, mais nous avons des collaborateurs qui n'ont juste pas de PC, dans des centres de tri et autres. Nos facteurs, vous les connaissez, ils ont juste leur smartphone. Donc quand on cogite 150 000 personnes acculturées, l'enjeu est assez colossal. Donc ça, c'était 2021, Cap Compétences Numériques. 2022, et aussi avec l'aide aussi de Simplon, on y reviendra. 2022, nous sommes allés un petit peu plus loin, puisqu'on a annoncé à Vivatech la création d'une école de la data l'IA. C'est-à-dire que là, on va un cran plus, c'est-à-dire qu'on pense, avec tout ce qui a été dit, que c'était aussi une opportunité de métier, complètement en phase. Merci beaucoup. Voilà. Maëlys, merci, parce que c'est l'indicateur dont on est le plus fier. Donc on a plus de 80 aujourd'hui étudiants et étudiantes. Mais vous le savez comme moi, dans un métier qui est très genré, je peux vous dire qu'on est extrêmement fiers d'avoir ce 51% de filles. Et ce qui est important, c'est que, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, c'est une école qui se veut mixte, c'est-à-dire à la fois accueillant des alternants, donc des jeunes, mais aussi une école de reconversion. Et là, ça devient aussi plus rigolo,
parce que 51% de représentants de la gente féminine en reconversion, il faut aller convaincre, il faut aller chercher. Donc ça, c'est 2022. Et le petit dernier, 2023, désormais Vivatech, pour nous, ça nous rythme un peu l'année. Et là, notre sponsor, entre guillemets, Nathalie Collin, a fait encore plus fort, puisqu'effectivement, moi, j'entends que tout le monde est hyper spécialiste de l'IA générative. Voilà, je vois bien. Enfin, tout ça, ça a quand même 1 an et demi, quoi, dans le grand public, quoi. Voilà. Et donc, en juin de l'année dernière, on annonce qu'effectivement, on va s'appuyer sur tous les modèles ouverts pour développer nos propres modèles, entre guillemets, de chat postal. Et je vais vous révéler un petit truc, je n'avais pas dit à Frédéric, mais normalement, si vous allez vivre la tech cette année, on devrait faire la démonstration que oui, effectivement, c'est tout à fait réaliste et possible. Donc, je voulais terminer par ces 3 jalons-là, parce que vous voyez à la vitesse où ça va. On parle de la data au départ, on parle d'une charte data, donc ouais, très bien. Voilà. Puis arrive à l'IA, qui est venu un peu perturber, et maintenant c'est l'IA générative, et peut-être qu'on aura l'occasion, mais c'est vraiment une rupture. L'IA générative, il y aura vraiment une rupture. J'aurai peut-être quelques exemples dans la matinée à vous donner. Merci Robert. Bon, ce qui nous rassemble, hein, vous l'avez vu dans ce premier tour de table, c'est la nécessité d'acculturer et de former tout le monde et de laisser personne au bord du chemin. Donc c'est là-dessus que j'ai envie de vous relancer. Peut-être Hélène ou Maëlys, vous pouvez démarrer là-dessus. Comment on fait? Parce que c'est facile d'avoir des trucs incantatoires comme ça, il faut, il y a qu'à, faut qu'on, tout ça. Concrètement, sur passer à l'échelle dans l'acculturation et ne laisser personne au bord du chemin. Il faut que tout le monde s'y mette pour passer à l'échelle, parce que comme ça a été dit... c'est un sujet qui concerne tout le monde et je crois que tout le monde utilise de l'intelligence artificielle de façon consciente ou inconsciente. Donc il y a le sujet des inconscients de façon positive. Donc je pense que ça passe par l'éducation dès le plus jeune âge et aussi par l'éducation des enseignants. Donc je pense que c'est le premier volet. Il y a beaucoup à faire sur ce sujet. Sachant que, alors pour le coup, je suis persuadée que le développement des IA génératives est une opportunité. Ça ne sert à rien de vouloir l'éviter, parce que de toute façon, tous les jeunes l'utilisent. Enfin, tous ceux qui ont un PC, parce qu'il y en a quand même encore qui n'ont pas forcément. Mais enfin, la grande majorité, en tous les cas en France, aujourd'hui, a accès aux outils du numérique et donc utilise les intelligences artificielles génératives. Je pense que c'est un sujet sociétal très important de former et d'acculturer, parce qu'en fait, ce sont quand même derrière les IA génératives une complexité très grande, finalement, des systèmes d'entraînement sur des données qu'on ne maîtrise pas forcément. Et donc, en fait, je pense que c'est une opportunité au sens où ça peut aider à développer l'esprit critique des jeunes autour de finalement ce que leur produit les IA génératives, puisqu'on parle toujours de ceux qui font faire leurs devoirs par des IA génératives, mais dans la réalité, plutôt finalement, de toute façon, il ne faut pas rêver, ils faisaient déjà leurs devoirs en allant chercher sur Internet un certain nombre d'informations. Donc là, il va être préfabriqué le devoir, mais finalement peut-être pouvoir se recentrer sur leur propre réflexion sur ce qui a été produit par une IA générative, à condition que dans l'enseignement, on le prenne en compte tel que, plutôt que de vouloir l'éviter, parce que de toute façon, on ne peut pas l'éviter. Donc, il faut transformer ces IA génératives en opportunités. Le deuxième sujet, dans les entreprises, parce que là aussi, il y a certaines angoisses, y compris dans mon métier. On a beaucoup entendu que les développeurs allaient être remplacés. Bah non, ils ne vont pas être remplacés, en fait. Alors, ça fait tellement longtemps qu'on annonce la mort de plein de Exactement. Depuis 40 ans que je travaille, je passe mon temps à entendre que nos métiers vont disparaître, et en fait, ils sont toujours là. Et comme ça a été dit, je pense qu'ils ne sont pas prêts de disparaître. Simplement, ça les transforme. Et je pense que ça, c'est un point sur lequel il faut insister. Parce que même pour les acteurs du numérique, il y a un besoin de formation très important pour prendre en compte l'impact de l'IA générative sur leur métier. Parce que c'est sûr, il y en a déjà un. Mais en fait, sur tous les métiers. Parce qu'en fait, typiquement, si je prends les fonctions support, peut-être qu'aujourd'hui, par exemple, les équipes de recrutement, sans le savoir, elles s'appuient sur des sélections de candidats qui ont été faites avec des IA génératives. Et là se pose la question de savoir comment fonctionnent ces IA génératives et est-ce qu'elles ne sont pas discriminantes. Et je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir, notamment sur les biais de genre. Donc, en fait, je pense qu'il faut l'action d'énormément d'acteurs pour arriver à passer à l'échelle. Parce qu'effectivement, là aussi, je suis d'accord. Il faut que 100% des personnes dans l'entreprise, mais aussi dans la société, soient formées. Donc, le rôle de l'éducation nationale, le rôle des études supérieures. Et je crois que ça fait longtemps qu'on sait que ce n'est pas l'apanage, finalement, de docteurs en data science, l'intelligence artificielle, parce qu'elle ne peut être intelligente qu'en faisant du multimétier.
Et d'ailleurs, au sein d'Impact AI, une des premières études qu'on a faites est l'impact sur les métiers de l'intelligence artificielle avant les intelligences artificielles génératives. Donc là, on franchit une nouvelle étape. Donc je pense que ça va être un continuum non-stop de former. De toute façon, moi, je suis convaincue que la formation est la clé de l'opportunité. Le progrès souvent fait peur, mais le progrès existe et il faut en développer la partie positive. Et typiquement, le rôle d'Impact AI, nous on considère que le rôle d'Impact AI, c'est de faire en sorte de transformer le risque en opportunité en créant des conditions de confiance. Et alors pour le coup, m'occupant du groupe éducation, moi je suis très focalisée là-dessus et sur comment on peut, mais avec des outils très pratiques, acculturer l'ensemble du paysage sociétal sur les impacts de l'intelligence artificielle et avec la rupture des intelligences artificielles génératives. Et justement, avec ta casquette éducation, est-ce que tu peux nous parler de cette formation sur les biais de genre et aussi peut-être d'une initiative qui t'aurait marqué du côté des adhérents, quelque chose de vraiment de très concret sur comment est-ce qu'on s'y colle? Bon, en fait, dans le groupe éducation, et je pense que ça fonctionne un peu comme ça dans tout le collectif, ce sont les membres du groupe de travail qui proposent les sujets. Parce qu'on fait tout ça, contrairement à ce que tu as dit, en plus de notre fonction première, en tous les cas pour la plupart, parce que je pense que les écoles, ça les intéresse assez directement. Et donc, on a fait pas mal de choses. Je vais donner 2 exemples. Je parlerai de la formation au biais de genre. Mais un exemple assez récent, c'est qu'il y a quelqu'un qui était très intéressé sur comment l'intelligence artificielle peut apporter aux personnes en situation de handicap. Donc, on s'est dit qu'est-ce qu'on va pouvoir produire qui n'existe pas déjà, parce que ça, c'est un des sujets, puisque ça foisonne beaucoup en ce moment autour de l'intelligence artificielle. Donc, en fait, on a décidé, en partenariat avec EdTech, on a associé nos forces, de regarder quelles étaient les startups qui proposent des solutions à base d'intelligence artificielle qui peuvent aider les personnes en situation de handicap à apprendre et à faire mieux leur métier. Donc, en fait, on a pris 3 angles. L'angle des personnes en situation de handicap, l'angle des startups, alors évidemment, on n'a pas été exhaustif, et puis l'angle des employeurs aussi, parce que finalement, les employeurs, ils ont intérêt à ce que les situations en personnes de handicap soient bien dans leur travail, et s'il y a des outils qui peuvent y aider, évidemment, c'est intelligent. Donc, on a produit une étude, un livre blanc autour de l'inclusion avec la représentation de ces différentes startups, de ce qui aujourd'hui marche ou marche moins bien pour les personnes en situation de handicap et qu'est-ce que les employeurs attendent de ces solutions. Voilà, donc cette étude, elle a été produite il y a à peu près 1 an avec une vision assez concrète de la situation et des opportunités. Et on l'a proposé, puisque tout ce qu'on fait finalement est libre de droit, on le fait pour la communauté, que ça vive, et parce qu'évidemment, les solutions évoluent à toute vitesse, ça a été beaucoup dit. Certes, comme ça a été dit, il n'y a qu'1 an et demi, les IA génératives, donc je pense que tout ce qu'on a fait il y a 1 an est évidemment périmé. Mais c'est l'idée, en fait, de faire quelque chose de nouveau et de se mettre dans le prisme des intérêts convergents, finalement, d'un ensemble de populations. Et en gros, pour avoir une société meilleure qui permette aux personnes en situation de handicap d'accéder à l'emploi dans les meilleures conditions possibles. Okay. Je ne serais pas étonné que la personne qui a levé la main sur la partie handicap, ce soit quelqu'un de chez Microsoft qui s'appellerait Philippe Trottin. Donc, je sais pas. Alors, c'est pas lui, mais il en a fait partie. Mais il en a fait partie, tout à fait. Henrik, comment on fait pour passer à l'échelle là? Tu nous as donné des grands chiffres là, mais 100 000. 100 000, quoi. Et est-ce que c'est 100 000 privilégiés ou est-ce que c'est... Alors, c'est 100 000 d'ici fin juin. On n'est pas là pour faire un peu plus tard aussi. D'abord, il y a plusieurs choses. Je pense que c'est... J'ai envie de revenir sur la notion de collectif et la notion d'écosystème. Quand on fait des choses ou quand on annonce 100 000, une opération, etc., et tu le sais bien, quand on a lancé les écoles, le sujet, c'est pas Microsoft qui se met au milieu de tout le monde et qui dit c'est nous qui avons raison, c'est plutôt une posture de se dire on doit être un catalyseur de l'écosystème, on doit créer un dispositif et que le dispositif il puisse servir à chacun. Et que chacun s'en empare et puis le mettre en place dans ses organisations, dans ses régions, etc. Donc si je prends juste l'exemple d'Avulia, qui est l'exemple le plus récent, mais j'en ai plein d'autres,
Aujourd'hui, c'est un mouvement qu'on lance et le sujet, c'est vraiment que on puisse agréger un écosystème très large. Donc, je vais vous donner quelques exemples d'approches écosystémiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre à la disposition, certes, de contenus gratuits, en ligne, en mode micro-learning, parce que ça fonctionne bien. Il se trouve que ça fonctionne bien pour acculturer plusieurs dizaines de milliers d'employés qui soient dans le groupe La Poste ou qui soient chez France Travail ou même dans d'autres grands comptes. Donc là, on travaille avec InnoEdTech, en l'occurrence Cocoroé. C'est aussi des ateliers que chacun s'est délivré. Vous savez très bien délivrer des ateliers, etc. Donc c'est prendre le meilleur des dispositifs de formation et de sensibilisation, d'une part, de le rendre gratuit, parfois même en demandant à notre écosystème de partenaires de faire du freemium. Donc voilà, je veux dire, voilà, cette partie-là, il faut le faire gratuit. Et puis faire en sorte que ces dispositifs ils soient mis à la disposition, là encore, d'autres mécanismes d'écosystème. Donc par exemple, si on lance ce mouvement, moi je suis ravi de pouvoir travailler avec Numéum, le MEDEF 31, avec Digital 113, qui est une coalition d'acteurs du numérique, dans la région sud-ouest, pour lancer un grand mouvement, accompagner un grand mouvement qui s'appelle Occitanie is AI, où il va y avoir tous les acteurs locaux qui vont avancer sur les sujets d'IA, et nous on va apporter notre pierre à l'édifice, etc. Ou de signer une convention avec la région PACA, pas uniquement pour qu'ils adoptent eux-mêmes l'IA générative, mais qu'ils réfléchissent à comment justement sur des écoles, sur des PME, sur des moyennes ou grandes entreprises, on peut avancer ensemble sur ces sujets-là. Une approche écosystémique, c'est aussi être capable de accompagner des écoles. Je prends un exemple, ça peut être une école de commerce, pas que des écoles d'ingé, ça peut être une école de commerce, ça peut être une université, les aider à se former sur l'IA générative et à avoir une application concrète. Et concrète parce qu'elle est liée à une vraie problématique d'entreprise ou d'organisation. Je vous donne deux exemples très concrets. On a travaillé donc avec une école. Le premier bêta-test qu'on a fait, c'était en décembre et janvier dernier. On a travaillé avec une école parisienne qui s'appelle la Paris School of Luxury. Donc c'est des jeunes femmes et des garçons qui vont passer un master dans le marketing, qui connaissaient rien à l'IA générative. On les sensibilise, on les accompagne, on leur montre à quoi ça sert. Et puis derrière, on les met à travailler sur des vraies problématiques métiers, en l'occurrence qui viennent d'une entreprise qui s'appelle The Couples. Je pense que tout le monde connaît The Couples. Et The Couples, ils avaient commencé à travailler sur l'IA générative, mais en interne, ils ne voyaient pas. Et le sujet, c'est pas d'avoir une approche techno-centrée, c'est d'avoir une approche business-centrée. C'est-à-dire, c'est quoi la problématique métier, c'est quoi le caillou dans la chaussure que moi, The Couples ou une autre entreprise, je veux résoudre, et peut-être que l'IA générative va m'aider. Et là, on a des étudiantes ou des étudiants qui travaillent, qui mettent en application ce qu'ils ont compris, mais dans une dimension métier. Donc, qui intègrent clairement l'IA générative au service de leur métier. Et ça, ce même dispositif, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de le faire aussi dans une autre dimension. Moi, je suis ravi d'être associé avec des France Travail, des assurances maladie, des Humanis, Malakoff, dans un dispositif à destination des femmes, où on a lancé donc un hackathon Women in Gen AI, et vous êtes associés. Je crois qu'il y a deux équipes, on a fermé on ferme les inscriptions aujourd'hui. Il y a deux équipes côté Simplon, où on va avoir des jeunes femmes, pas forcément toutes tech, qui vont s'acculturer à l'IA générative et qui vont réfléchir à des cas d'application, mais des cas d'application qui viennent de vraies organisations, avec des vraies problématiques, on va dire, métiers. Ça, c'est une approche écosystémique qui, à mon sens, est intéressant. On prend le meilleur des contenus, on prend des vraies problématiques métiers et on travaille tous ensemble pour passer de, on va dire, la théorie à l'application. Mais je ne peux pas parler que des individus, puisque j'essaye de marcher sur deux jambes depuis le début. Il y a les individus, il y a les organisations. Et je vais aller sur un terrain qui nous est cher. Quand je dis nous, il y a d'autres personnes dans la salle que je vais citer. Il n'y a pas que les startups, c'est très bien. On nous a accompagnés, nous, à Station F, avec l'AI Factory dès le début, dès 2017. Au passage, une des premières startups qu'on a accompagnées sur l'IA, c'est Hugging Face. Donc, vous regarderez ce qu'elle est venue. On est ravis de travailler avec d'autres, comme Mistral et autres. C'est bien les grandes organisations, c'est bien les TPE, PME.
Mais il y a une frange dans l'impact positif qui est important aussi d'accompagner, c'est les associations. Mettre l'IA générative au service de sujets, que ce soit l'accessibilité, que ce soit l'environnement, que ce soit des sujets d'inclusion. Donc, le monde de l'entrepreneur à impact ou de l'associatif aussi a une opportunité d'amplification d'impact si il est sensibilisé, s'il est formé et s'il découvre ses cas d'usage. Et on est ravis de le faire aussi en mode écosystème, avec la Fondation Accenture, avec Simplon, avec Inco, avec d'autres acteurs quand on travaille avec Xation, avec le Bivouac et d'autres acteurs quand on travaille à ChangeNA, à faire des hackathons après des startups environnementaux. C'est prendre le meilleur de la technologie, des dispositifs, et puis mettre l'ensemble des forces et des coalitions au travail dans les directions qui sont celles de la mise en application concrète dans nos futurs métiers ou dans nos futures organisations. Robert, comment tu vas faire 150 000 ? C'est une bonne question. Non, mais plus Frédéric, plus sérieusement, effectivement, en écoutant les uns les autres, l'avantage de 150 000, c'est que vous voyez on s'aperçoit qu'on a de la masse, mais on a une masse aussi. Moi, en fait, j'ai deux problèmes. C'est de répondre à une frange de la population qui est très demandeuse, qui est très avant-gardiste, et à l'inverse, une frange de la population, excusez-moi, mais qui est déjà larguée depuis des mois et des années. Ça, c'est compliqué. Et c'est ça qui est compliqué. Donc 2021, je vous disais tout à l'heure, typiquement, et je vous assure que tout ce que je vais vous raconter est vrai. Toute la question, puisqu'on avait fait ça aussi avec les représentants du personnel, on avait, dans notre accord social, on l'avait inscrit, c'était comment, premièrement, j'identifie ceux qui sont en décrochage numérique et comment je les accompagne. Bah, vous dites c'est facile, quand vous êtes au RH, vous dites on fait utiliser la filière RH, on utilise la filière managériale, et puis vous montez un programme, et puis bah, voilà, vous inscrivez. Très bien. Juin 2021, mon programme il est monté. Ça, je fais avec l'AFPA, Cléa numérique, peut-être que certains d'entre vous connaissent. Et puis, je utilise la filière RH et la filière managériale. Et là, on m'annonce que personne n'est en décrochage numérique. Étonnant quand même, hein ? Tiens. Étonnant. Voire mieux, et je vous assure que c'est vrai. Nous sommes en 2021, c'est pas en 1980. Hein. Certains dirigeants, managers plutôt, me disent bon, écoute, prends toute la population des assistantes et des assistants, parce que là, il faut vraiment qu'ils soient au top. Hein. Voilà. On parlait des biais tout à l'heure. Hein. Attention aux biais. Et du coup, on prend la décision. On avait monté notre programme en disant on va faire un petit test, 30 minutes. Et pour qu'on ait tous en tête, entre guillemets, pour nous, c'était d'être capable de poser une requête sur un moteur de recherche. Ce que vous voulez. Vous allez m'annoncer que c'est quand même pas très très haut hein, comme niveau. Hein, voilà. Mais voilà. Et là, on s'aperçoit qu'on fait passer le test à nos fameux assistants et assistantes. Très bon. Mais par contre, du coup, avec l'appui de ma patronne, de la DRH du groupe La Poste, on décide finalement de faire passer le test à tout le monde, puisque tout le monde est à l'aise. Normalement, en 30 minutes, tout le monde va passer très 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 bien le test. Voilà. Et ça rejoint, Henrik, ce que tu disais un peu tout à l'heure. Évidemment, ce n'est pas à vous étonner, mais autant on était à 5-6% d'assistants et d'assistantes accompagnés, nous étions plutôt à 15% et voire 20% chez certains managers. Étonnant. Attention biais. Attention biais. Donc, je vous rappelle, hein, moi, ma norme, c'était ne pas être capable d'être autonome pour aller chercher de l'information sur la toile. On est à des années-lumière aujourd'hui de l'IA générative. Hein, à des années-lumière. Et je peux vous confirmer qu'on a continué. Depuis, on a plusieurs milliers de collaborateurs qu'on a certifiés. On l'a mis tout de suite sous l'angle aussi pro-perso. Extrêmement important. C'est-à-dire que même le collaborateur qui partait en retraite 3 ans après, il est dans le programme aussi. Je peux vous dire qu'on n'a pas eu le temps ou j'ai pas eu le moyen de jouer, mais on a des retours extrêmement touchants. Extrêmement touchants. Et là, on revient sur l'humanité. On parle beaucoup d'IA générative, mais il y a l'humanité derrière. Des gens qui, effectivement, une forme de souffrance. Hein. C'est-à-dire que, je vous rappelle, aujourd'hui, tous les impôts, vous faites tout par Internet. Tout est autonome. Beaucoup de questions sur la confiance, la sécurité. On s'aperçoit que c'est quand même encore un frein énorme. Ma data, la sécurité, c'est un frein énorme. On a besoin de travailler là-dessus. Pour ça, la petite musique d'IA de confiance. Et donc, vous voyez, ça, c'est à l'extrême. Et à l'autre extrême, je vais vous donner 2 exemples pour aller dans votre sens. Moi, je suis responsable. On a un chatbot RH depuis 2020. On était super fiers. Il s'appelle ClickRH dans notre petit nom.
On avait fait des tables rondes là aussi et on était voilà, très contents. Jusqu'il y a 2 ans, entre guillemets, on était en taux de satisfaction dont on ne se satisfaisait pas, mais qui était de 60%. Bon, c'est un chatbot qui cumule plus de 200 000 interactions quand même. Hein. Voilà, donc, parce qu'effectivement, on a une population de 150 000, donc 90 000 conversations par an. Bon, ça me déjà une petite base de départ. Donc vous avez compris que dans ma démonstration, là je suis plutôt dans ceux qui ont déjà accès au chatbot et qui l'utilisent. Donc presque 60% de satisfaction en 2021, en 2022, donc très bien. L'année dernière, 25% de satisfaction. L'IA générative, ChatGPT, a tout changé. Pourquoi ? Parce que mon chatbot, il était basé sur la technologie d'arbre décisionnel. Donc j'alimentais, voilà, donc questions, réponses, mots-clés et autres. Désormais, le quotidien du citoyen salarié qui, lui, rentre dans ce modèle-là, aujourd'hui, il attend effectivement quelque chose de beaucoup plus naturel. Donc évidemment, sans surprise, on va passer au moteur LLM parce que voilà. À l'hybride aussi d'ailleurs, pour l'anecdote, hein, parce que, encore une fois, on parle beaucoup d'IA générative, mais ça a des hallucinations aussi, comme diraient les spécialistes. Voilà. Donc attention à cela aussi. Quelle confiance, et c'est extrêmement important, puisque moi, mon chatbot, ça va être sur la réglementation RH. C'est-à-dire que quelqu'un qui est à Saint-Flour ou je ne sais où dans la campagne, il faut qu'il ait une bonne information de qualité. Donc on va monter tout ça. Donc vous voyez, c'est là. Plus récemment, et je terminerai là-dessus, vous voyez, la semaine dernière, et ça fait écho discussion qu'on a eu Frédéric, puisque merci à Simplon de nous aider à former des développeurs concepteurs déjà depuis des années, en reconversion. Hein. Donc j'insiste parce que ça nous paraît évident avec Frédéric, mais c'est souvent entre guillemets des facteurs ou des guichetiers entre guillemets, qui ont donné l'opportunité d'arriver sur des métiers de développeur concepteur ou de data analyst aujourd'hui, ou de PO data, là, puisqu'on a une promo en cours. Donc tous ces métiers-là. Et donc la semaine dernière, c'est très récent, nous les RH. Donc il y a quelqu'un qui faisait du reporting, puis à un moment donné, je ne peux pas rentrer dans leur règle, mais une requête très complexe, très complexe. Puis ça vous avait pas échappé, c'était les vacances de Pâques, hein, donc tous les experts étaient là. Et on a été surpris de voir notre collègue qui a une petite idée de Python, et qui du coup a récupéré toutes les données toute seule. Alors évidemment, elle n'avait pas le niveau. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a été utilisée entre guillemets les génératives pour l'aider à écrire son code Python. Et là, on a été extrêmement bluffé. Je vous rappelle qu'on est à la RH, on n'est pas à la DSI. À la RH, donc quelqu'un qui, tout seul, a été... C'est évident que ça a commencé comme ça, m'a montré. Hein. Je peux dire que je l'ai vu de visu. Hein. Bah ouais, mais je ne savais pas comment transférer mon fichier Excel, entre guillemets, dans un data frame Python. Très bien, enchanté. Eh bien, elle a fait la bonne requête qui allait bien, entre guillemets. Il lui a donné le code, il a fait un copier-coller du code. Elle a traité toutes les données. En 3 heures de temps, entre guillemets, on a tout donné. Ça nous amène à réfléchir et on voit bien ce que c'est. Non, ça ne remplace pas. Par contre, demain, il y aura ceux qui auront intégré ça dans leur métier et ceux qui ne l'auront pas intégré. Et c'est pour ça que nous, on parle beaucoup de salariés augmentés. Parce que notre conviction, entre guillemets, c'est que toutes ces technologies-là, tous ces services-là, et vous voyez, je vous ai pris les 2 extrêmes exprès. Parce que dans une population donnée, alors peut-être pas comme dirait Henrik, peut-être pas la start-up certains d'entre vous peut-être qui ont 3 à 4 ans. Voilà. Moi, je suis dans une entreprise, entre guillemets, on a 49 ans, 50 ans d'âge dans la pyramide des âges. Donc il faut qu'on accompagne tout le monde. Attention, ça aussi au biais. Hein. Ce n'est pas forcément les jeunes qui maîtrisent très bien et les plus de 40 ou 50 ans, on le disait tout à l'heure, qui ne maîtrisent pas. Ce n'est pas tout à fait ça. Les jeunes maîtrisent très bien le smartphone. Ça, c'est indéniable. La data à l'IA, ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein. Donc attention là aussi au biais et au modèle. Quoi. Sylvain, je vous ai vu réagir et sourire un peu au propos de Robert. Vous voulez partager ? Oui, je me retrouve assez bien dans l'approche. Je pense qu'on a un historique, enfin en tout cas une antériorité et une population, en tout cas à l'échelle, qui est importante. Par rapport à la partie du coup acculturation, formation, on a nous aussi dès 2020 proposé une formation en autodélivrance pour nos agents. On a des modules spécifiques pour la data et pour l'IA. On a créé une académie France Travail pour accompagner l'ensemble des agents France Travail à cette sensibilisation. Alors bien au-delà de l'IA générative et de la data, mais voilà, pour accompagner tous nos agents. Et donc au-delà de ce fonds, effectivement, moi je suis assez convaincu de proposer, d'aller vers la preuve par l'exemple, en proposant des cas d'usage à impact, en allant sur le terrain, en regardant quelles sont les peines, quels sont les besoins de nos agents, de nos usagers, pour pouvoir, avec cette nouvelle
proposition d'expérience utilisateur avec l'IA générative, pouvoir simplifier la vie de nos agents, leur quotidien. Et l'exemple que tu prenais est assez parlant. Nous aussi, on est en train de mettre en œuvre un chatbot pour pouvoir permettre à nos agents, dans un contexte sécurisé, d'utiliser un équivalent de ChatGPT. Et on voit bien qu'effectivement, ça résonne pour chaque acteur, qu'il soit dans les fonctions support, qu'il soit dans le réseau, qu'il soit voilà, dans toutes les situations. Ce qui est génial, c'est que chacun trouve son usage. Chacun va trouver son usage. Et l'approche, enfin, on est vraiment sur une approche où on va travailler le fond avec la sensibilisation, la culturation, et travailler également par des cas d'usage qui vont répondre à leurs enjeux. Et par ce biais-là, ils vont y trouver un intérêt, ils vont y trouver de la valeur, et on va pouvoir accompagner cette évolution, accompagner l'usage de l'IA générative, et également mettre en qualité ou travailler la partie data, puisque c'est aussi un enjeu important. Donc dans les cas d'usage, on a effectivement l'utilisation d'un chatbot, et on a effectivement l'idée de pouvoir utiliser plus simplement nos bases documentaires, accéder plus simplement à l'information et de manière fiable. Donc là aussi, je rejoins la partie biais, IA de confiance. Il faut vraiment qu'on avance sur ce sujet-là. C'est hyper important pour nous. Maëlys, avant, pour préparer ces tables rondes, tu parlais de certains adhérents des ESN qui avaient pris le train et qui avaient essayé de former tout leur personnel, toutes leurs équipes aux IA génératives. Il y a dans cette table ronde des gens qui ont des entreprises, qui sont dans des entreprises du numérique où ça forme beaucoup. Hein. Chez Microsoft, c'est aussi un objectif. Tout le monde doit passer des certifs. Chez Meta, c'est pareil. Dans une entreprise comme Meta, vous faites des modèles de fondation, mais vous les utilisez aussi en interne. Ces gens qui sont en avance de phase, est-ce qu'on a des bonnes pratiques à tirer de ce qu'a pu faire des adhérents, de comment passer à l'échelle, de comment former tout le monde? En tout cas, oui, comme on a un rôle systémique à jouer chez Numéum. En fait, 85% du chiffre d'affaires du numérique en France, avec 2500 adhérents, c'est quasiment 700 000 collaborateurs. Donc, on est obligé, comme mes comparses, à agir de manière systémique. Donc, typiquement, effectivement, on a monté des Numéum Camp sur l'IA pour que des grosses ESN ou gros éditeurs, donc le dernier c'était en mars, il y a quelques semaines, nous avons eu Inetom, très grosse ESN française, Cegid, un des plus gros éditeurs de logiciels français, Soprasteria également, qui ont présenté leur plan de A à Z sur comment ils sont en train de procéder pour former les dizaines de milliers, centaines de milliers de collaborateurs à l'IA générative. Donc ça, c'est une action, la preuve par l'exemple. La preuve par l'exemple, très simple. Et chez Numéum, en fait, on a ce devoir d'agir de manière systémique, tout simplement parce que le numérique, c'est peut-être le secteur le plus pénurique en termes de recrutement et de talent. Donc là, moi, je vais redonner quelques chiffres, parce que moi, la data, c'est mon dada. Donc, d'ici 2030, en fait, la France doit recruter plus de 130 000 personnes par an dans les métiers du numérique. Et je pense que chacun d'entre nous dira qu'aujourd'hui, il n'y a plus un métier du numérique, une personne formée dans le numérique, qui ne soit pas formée avec plus ou moins beaucoup de formations d'IA. Je ne vois pas un métier aujourd'hui du numérique sans IA. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai beau chercher, je ne connais pas. Donc, sur ces 130 000 personnes à recruter par an, 75 000 sont issues des formations initiales, seront issues des formations initiales. Et malheureusement, je crois que toutes nos écoles en cumul n'ont pas la capacité de sortir ces 75 000 personnes formées en formation initiale dans les métiers du numérique. Mais c'est aussi également 55 000 personnes par an
formés en reconversion dans les métiers du numérique. Et donc sur ces 55 000 personnes, il y a des demandeurs d'emploi, mais pas que. Il y a des personnes à la Poste, des personnes chez Microsoft, des personnes... Voilà. Donc la reconversion, en fait, finalement, ça sera peut-être plus que 55 000. La reconversion, c'est la vraie opportunité, la vraie chance que offre le numérique, ces métiers, l'IA nécessairement et indispensablement incorporée dans ces formations. Et la chance, c'est que l'IA, en fait, finalement, c'est by design très accessible. Il n'y a pas besoin d'être développeur, il n'y a pas besoin d'être tech. Moi, typiquement, je ne suis pas du tout tech. Et il n'y a pas une journée sans que je ne saigne pas ChatGPT pour travailler. Donc, l'IA est une formidable opportunité d'avoir enfin plus d'accessibilité à ces métiers du numérique. Et sur les femmes quand même, parce que je te relance quand même là-dessus, c'est sur ces 130 000 personnes, a priori, il devrait y avoir 50% de femmes, non ? Est-ce que vous saviez que c'était extrêmement français, ce sujet de non-féminisation de la tech ? Oui, moi je savais. Un certain nombre de gens. En Tunisie, par exemple, 52% des ingénieurs sont des femmes. Donc au Maghreb, quand on leur parle de problèmes de mixité ou de féminisation dans la tech, ils ne comprennent pas en fait. Chez nous, donc non seulement l'Europe historiquement est en retard sur la féminisation de la tech, vous allez en Asie, vous allez en Amérique latine, il n'y a pas ce problème-là. Mais en plus de ça, la France est un des pays les plus en retard de toute l'Europe et un pays qui est peut-être le pays qui progresse le moins vite. Donc là, le sujet est extrêmement sérieux parce que il y a les soucis de biais. Personne n'a envie de vivre dans un monde dirigé par une IA complètement déséquilibrée. Mais il y a un sujet aussi de performance économique, puisque moins une équipe est mixte, moins elle est performante. Et puis, il y a ce sujet de pénurie de talent, et on est en train de passer à côté d'un vivier. 6 femmes sur 10 rêvent d'une reconversion, mais la plupart de ces femmes ne pensent pas au numérique, voire elles le fuient tellement ça fait peur. Donc, sur le sujet des problèmes, quels sont les facteurs explicatifs en France, pourquoi on en est là? On pourrait tenir, je pense, une grande table ronde. Là, je pense que c'est un sujet en tant que tel. Voilà. Mais en fait, on a beaucoup de réponses à ce sujet. Je vous engage à aller, par exemple, tout simplement sur le site web du Haut Conseil à l'égalité hommes-femmes. Là, il y a beaucoup de ressources, beaucoup de réponses. Sur le site web de Tech pour toutes, énormément de ressources très, très bien faites sur ces facteurs explicatifs, pourquoi on en est là sur la mixité. Mais moi, je crois très fort oui, l'IA est une opportunité absolument géniale qui va nous permettre de rendre ce numérique beaucoup plus attirant, attrayant auprès de ces femmes qui rêvent d'une reconversion. Je pense par exemple à une amie qui a été assistante sociale pendant plus de 25 ans. Cette femme qui a un peps et un dynamisme exceptionnel, elle n'est pas spécialement tech, geek, mais en revanche, toute sa vie, pendant ces 25 ans, elle a côtoyé des profils de personnes hyper hétérogènes, incroyables. Donc en fait, elle a une expérience et une intelligence de rencontre et de côtoiement de personnes ultra variées. Ce soft skill-là, pour de la reconversion dans le numérique, il est génial. Il est génial pour de la cyber, il est génial pour de la data analyse, il est génial pour plein de choses. Donc là, oui, il y a quelque chose de très fort à faire. Et après, pour agir, comment agir de manière systémique, on pourra y revenir sur, si tu veux, sur ce que fait Numéum. Martin, est-ce que ça te fait réagir, tout ce que tu as entendu ? Oui.
Pareil, on pourrait en parler pendant des heures, mais je pense que deux choses qui me marquent beaucoup et qui sont très importantes. On a beaucoup parlé des différents cas d'usage, des expérimentations qui sont en cours, et je pense que c'est quelque chose d'assez important à comprendre, c'est qu'on est à un moment de l'IA générative et de l'IA, tout court, qui est encore très balbutiante et très expérimentale. On a tous fait l'expérience de chatbots type ChatGPT, Mistral le chat ou autres, qu'on peut utiliser dans certaines de nos interactions. Je pense qu'il y a des cas très parlants comme par exemple quelqu'un qui n'est pas un as du code et qui utilise ça comme un copilote pour coder, comme cet exemple du coup pour quelqu'un qui ne maîtrisait pas forcément Python. Ça, c'est tout un pan où il est très important du coup d'aller former, acculturer et d'expliquer aux gens, voilà un petit peu vous dans votre quotidien, à quoi ça peut vous servir, pour leur donner des cas d'usage et les inspirer. Parce que ces gens, ils ont vraiment besoin d'être inspirés. Moi, les premières fois que j'ai été face à un chatbot comme ça aussi, je ne savais pas forcément quels étaient les cas d'usage les plus naturels et les plus utiles pour ma vie professionnelle ou personnelle. Donc ça, c'est un point important. Mais le deuxième point, je pense, sur lequel en fait, on est tous revenus, c'est la question de l'adaptation de ces systèmes au cas d'usage d'une entreprise en particulier. On a mentionné le problème de l'hallucination, de l'accès à des bases de données, de l'exploitation de la donnée propriétaire ou confidentielle en interne, de cette question du cadre de confiance. Et du coup, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avec des systèmes qu'on trouve sur étalage comme ça et auxquels on accède via une API. C'est des systèmes qui, pour pouvoir bénéficier du plein potentiel, on a besoin de les fine-tuner, on a besoin de maîtriser un petit peu leur architecture. Et c'est là que les systèmes ouverts ont une vraie carte à jouer. Et c'est là où, chez Meta, nous, on investit pas mal dans ce pan-là. C'est que, fort de notre expérience de sciences ouvertes depuis plus de 10 ans, on a développé en fait tous ces outils progressivement. PyTorch, c'était une bibliothèque logicielle pour justement faciliter l'utilisation du Python. Et aujourd'hui, il y a, je crois, 3 semaines, on a sorti TorchTune, qui est un développement, une itération en fait de PyTorch, qui sert au fine-tuning de modèles. Modèle Llama, si vous voulez utiliser un modèle ouvert de Meta, mais n'importe quel autre modèle ouvert, Mixtral ou autre, si vous souhaitez utiliser un des modèles plus français. Et tout ce pan-là, ces bibliothèques logicielles, ces nouveaux outils qui vous permettent du coup en fait d'adapter votre modèle, de l'adapter à votre cas d'usage, d'aller expérimenter, d'aller travailler dessus, c'est quelque chose d'essentiel parce que c'est ce qui va permettre demain d'ouvrir le champ à beaucoup de métiers, mais aussi de l'ouvrir à beaucoup de cas d'usage, parce qu'il y a énormément de cas d'usage, il y a énormément de valeurs, il y a énormément d'opportunités qui ne résident pas uniquement dans les modèles via API qu'on peut utiliser comme ça de but en blanc. Et vraiment, c'est dans ce créneau-là, je pense qu'il y a beaucoup d'investissements, de formation, d'opportunités, notamment dans la reconversion professionnelle, pour aller apprendre à ces personnes à utiliser ces différents outils, ces différentes bibliothèques logicielles, pour pouvoir finalement adapter un modèle sur des données spécifiques et finalement, avec des cursus de formation qui peuvent être assez courts, de l'ordre de quelques mois, pas besoin de repasser dans des masters, des PhD, etc., d'adapter et de pouvoir maximiser l'utilisation. Après, le deuxième plan, je pense, dont on a beaucoup parlé, c'est cette question comment on passe à l'échelle, parce qu'il y a un vrai besoin de former là, des millions de personnes et de sensibiliser des millions de personnes. Je pense, comme disait Henrik, nous, chez Meta, pareil, avec ces ateliers, on a fait un petit peu notre part, on a essayé de faire quelque chose. On n'aura jamais la capacité ni la légitimité, je pense, d'aller toucher des millions de nos concitoyens. Donc il y a un vrai enjeu de jouer collectif, mais il y a un enjeu aussi, je pense, d'avoir peut-être un chef d'orchestre. C'est peut-être là que la puissance publique aura un rôle à jouer. Le rapport que Maëlys mentionnait du comité IA de mars fait la part belle à la question de l'éducation. Aujourd'hui, maintenant, ce n'est qu'un rapport à ce stade. Il faut transformer l'essai. Il faut savoir comment la puissance publique va pouvoir jouer un peu ce rôle de chef d'orchestre. Parce que moi, ça me fait penser à quelque chose, un autre sujet d'éducation, et tu parlais du coup de la question de l'esprit critique, qui est très essentiel aussi. Il y a ce sujet de l'EMI, l'éducation aux médias, à l'information, qui a été un sujet essentiel à l'ère de la société numérique pendant pas mal d'années, qui est toujours un enjeu aujourd'hui. C'est un sujet qui a commencé à émerger 2017, 2018, 2019. Nous, on a pu faire quelques initiatives avec des écoles de journalisme. Mais quand on prend si on fait le parallèle, on voit que dans le domaine de l'EMI, de l'éducation aux médias à l'information, il y a eu un foisonnement d'initiatives qui étaient les bienvenues, mais peut-être un peu du coup une déperdition de synergie, de création, de mutualisation de ressources avec des écoles de journalisme, des médias, des acteurs du numérique, des associations qui parfois réinventaient la roue, refaisaient des cursus, des formations, plutôt que de peut-être mutualiser et passer à l'échelle. Et c'est là, je pense, quand on prend l'EMI, il a manqué peut-être d'un chef d'orchestre, d'une impulsion,
Alors d'où peut-elle venir, ça, je n'ai pas la réponse, mais c'est sans doute peut-être de ça dont on a besoin pour en tout cas la part de sensibilisation du grand public. On a besoin, je pense, d'un chef d'orchestre pour pouvoir derrière avoir un collectif qui impulse cette dynamique et qui passe vraiment à l'échelle de plusieurs millions de personnes. 100 000, 30 000, 150 000, c'est déjà bien, mais on peut faire mieux, et c'est avec ce chef d'orchestre collectif qu'on pourra vraiment transformer l'essai. Merci Martin. Gageons que quand Meta AI sera déployé en France et en Europe, il y aura déjà une IA qui pourra toucher des milliards de personnes en un claquement de doigts. Donc je ne sais pas si ce sera ça le chef d'orchestre, mais merci pour ça. Un dernier petit round avant qu'on laisse une ou deux questions dans la salle. C'est quoi l'initiative que vous avez envie de développer, la chose que vous n'avez pas eu l'occasion de dire là ce matin, Hélène? Du coup, je voudrais, pour ma dernière intervention, parler de la formation biais de genre, puisque je l'ai évoqué. Donc, c'est une formation qu'on a construite, là, pour le coup, avec Simplon, entre autres, à nouveau une création du groupe de travail éducation d'Impact AI. C'est une formation pour des adultes autour de la conception et l'utilisation de systèmes d'intelligence artificielle. Donc, ce n'est pas du tout une formation technique, hein, pour le coup. C'est une formation qui a pour vocation à comprendre ce que peuvent être les biais. Donc en fait, c'est en 3 heures. C'est un module qui peut se faire en distanciel ou en présentiel. On a construit une quête pédagogique pour vraiment que les écoles puissent s'en emparer. Ça permet en fait de prendre conscience pour des gens qui ne sont pas des techniciens, parce qu'au finalement, on a très vite une dérive de langage technique dès qu'on parle d'intelligence artificielle. Mais c'est aussi une formation qui peut être déployée dans les entreprises. Et nous, là, pour le coup, je vais parler de Capgemini, on a décidé de la déployer au sein de l'entreprise. Mais on la pousse aussi auprès des écoles partenaires, puisqu'on a énormément d'écoles partenaires. Et donc, voilà, moi, je voulais vraiment faire la promotion de cette formation qui a été co-construite avec des gens qui sont des spécialistes de la formation, mais aussi des utilisateurs et des gens qui ont un regard extérieur sur l'impact de l'intelligence artificielle. Parce que, bon, on parlait de la France, mais dans la réalité, les données qui sont exploitées par l'intelligence artificielle, elles ne sont pas franco-françaises. Il y a quand même le syndrome du mâle blanc de 40 ans. Et donc, voilà, beaucoup des données qui sont exploitées par l'intelligence artificielle peuvent être des données biaisées. Donc, c'est vraiment un module d'acculturation autour du biais, en l'occurrence de genre, avec des exemples et des exercices pratiques pour que les gens derrière, quand ils sortent de cette formation, ils soient un peu plus forts dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, sa conception et son management. Je confirme, c'est pas parce que j'y ai participé, mais c'est vraiment une super formation. Robert, c'est quoi ton... De manière assez courte, je rebondirais volontiers sur l'intervention de Maëlys, c'est-à-dire que vraiment l'IA est dans ces métiers, nouveaux métiers, il y a des métiers pour tous. Il n'y a pas que des super spécialistes de l'algorithmie en data scientist, et donc on a des PO data, on a des data analystes, ils ne sont pas forcément des passionnés, des maths et je ne sais quoi. Je rebondirai aussi beaucoup sur, et comme tu le sais, mais encore pour le redire, on travaille ensemble, on avait bien avant l'IA et la data construit avec Simplon tous les parcours de reconversion, donc on l'a aussi à la fois en reskilling très clairement, mais on l'a aussi en upskilling. Posez-vous, en tout cas pour ceux dans les grands groupes ou même les PME, PMI, tous ceux qui vous font du reporting, du tableau de bord, est-ce qu'il ne faudrait pas proactivement, c'est peut-être temps de les former à la data analyse, parce qu'ils continueront à utiliser Excel, mais peut-être qu'ils feront aussi du tableau, peut-être qu'ils feront aussi un certain nombre d'outils, entre guillemets, beaucoup plus évolués. Et donc, voilà, donc c'est toute cette question-là. Donc que ce soit en upskilling ou en reskilling, donnons la chance. Et puis je terminerai parce qu'on a beaucoup parlé de parité, et effectivement on est très fiers en cette école de la data d'être à 51%. Ça, c'est un vrai combat. C'est un vrai combat parce qu'il faut aller expliquer, et tout à l'heure je disais en interne, la semaine dernière on a encore fait un webinaire avec une centaine de collaboratrices pour les convaincre que non, même si chez nous, dans notre culture, science égale... Il n'y a pas que l'Europe, hein, parce que je crois que c'est 90% des dirigeants, des grands seigneurs digitaux de la Silicon Valley sont masculins. Hein. Donc je pense qu'il y a surtout il y a un mouvement qui se fait, il y a une transformation qui se fait et qui reste à faire. Donc voilà, donc ça, c'est un travail de tous les jours, il faut aller réexpliquer. Donc un des métiers, et c'est une opportunité, une vraie opportunité aussi de métier, et ça, que ce soit pour nos collègues masculins ou féminins. Quoi. Voilà. Sylvain ou Henrik, c'est quoi votre... Alors moi, je vais revenir sur 2 points. Le premier, par rapport à la parité, puisque au sein de la DSI, on a 30% de femmes, donc on n'est pas à des niveaux
forcément. Vous êtes dans la moyenne française. C'est ça. Donc on a lancé en 2022 une initiative qui s'appelle Feminity, qui vise justement à réfléchir à cette problématique autour de 3 thèmes. La partie recrutement, quelles sont les bonnes pratiques qu'on peut mettre en œuvre pour pouvoir travailler ce champ-là. La partie culture et pratique, pour travailler la communication, pour travailler les biais cognitifs qui peuvent être liés à tout ça. Et puis la dynamique de carrière, quels sont les freins à aujourd'hui qu'on peut identifier par rapport à cette partie-là. Et puis je terminerai avec l'initiative autour de Women in Gen AI avec Microsoft, pour lequel il y a un cas d'usage proposé côté France Travail. Donc on est assez fiers d'être dans cette thématique. C'est nous qui sommes fiers. Et le dernier point par rapport à la partie cas d'usage et à ce qu'on va implémenter comme solution au sein de France Travail pour travailler la partie biais, pour être avec une éthique, dans l'éthique et de la confiance. En fait, on est convaincu qu'on est bien sur quelque chose qui va être au service de nos agents, avec à la fin la conviction que l'expertise reste humaine. L'expertise, c'est bien nos agents, c'est bien nos usagers qui auront la main. On est bien sur quelque chose qui accompagne, qui augmente, mais on n'est pas sur quelque chose qui décide. Et là, notre objectif, c'est que nos agents soient experts de leur métier et soient plus experts des applications. Voilà, il y a une vraie transformation et une vraie opportunité pour faire en sorte que, avec l'IA générative, on puisse simplifier l'usage de nos outils, simplifier l'accès à nos services. Merci. Henrik ? Moi, j'ai envie de parler d'un quelque chose qui existe, qu'il faudrait passer à l'échelle. J'ai presque envie de te poser une question à ce moment-là. Et après, de quelque chose qui n'existe pas. Quelque chose qui existe, ensemble, il y a plus de 5 ans maintenant, on a eu peut-être un peu raison trop tôt, ou alors raison très tôt, de se dire, en fait, l'IA, c'est pas que pour les data scientists, il faut aussi des devs. C'est ce que je disais tout à l'heure. Parce qu'on n'a pas attendu l'IA générative pour voir effectivement que dès 2016, on avait des modèles qui étaient capables de reconnaître dans des images et de battre des records, et ça devenait des API, voire même c'était en open source, si je prends l'exemple d'ImageNet, des choses comme ça. Et donc que c'était vraiment accessible à tout à chacun. Des femmes, on a fait la première promotion quasiment 100% féminine. On a montré qu'on pouvait même créer un diplôme reconnu RNCP, donc sans diplôme en entrée, n'importe qui en reconversion, etc. Peut trouver un métier tech, dev, en intelligence artificielle. Alors trop tôt, parce qu'effectivement maintenant ça s'accélère avec l'IA générative, et donc on va se rendre compte que tout à chacun peut devenir développeurs en IA ou utiliser ces choses-là. On a créé 1000 emplois ensemble, mais que 1000 emplois. C'est rien. Donc moi, j'avais juste envie de te poser une question, de poser à tout le monde. Voilà, enfin, c'est pas nous. On essaye de créer un dispositif, et ce diplôme, il existe, et cette formation, elle existe. Et comment on fait aujourd'hui pour créer 10 000 ou 15 000 ? Donc moi, je n'ai pas encore trouvé la réponse, mais s'il y a des personnes qui nous écoutent ou qui sont dans la salle qui veulent rejoindre le mouvement, moi, je suis prêt. Je pense que tu l'es aussi, Fred. Tout à fait. Et après, il y a une question que j'ai envie sur laquelle on doit réfléchir. Je pense que chez Microsoft, on dit depuis pas mal de temps que l'intelligence artificielle, elle est là pour amplifier l'ingéniosité humaine. Moi, je préfère le mot amplifier que augmenter. Et pourquoi ingéniosité ? Parce que l'ingéniosité, c'est ce qui fait de nous des hommes. C'est notre créativité, c'est notre empathie, c'est notre transversalité, c'est notre esprit stratégique. Demain, avec l'IA générative, enfin aujourd'hui avec l'IA générative, ça ne doit pas nous enlever notre expertise. Au contraire, on a encore plus besoin de notre expertise et garder notre esprit critique. Ça pose des questions sur comment on l'enseigne, comment on l'anticipe, mais ça pose en creux. Enfin, la chose qui est visible, c'est qu'on doit tous se former et avoir ces compétences sur l'IA générative. Mais en creux, ça pose la question des soft skills. Comment, ensemble, collectivement, on réfléchit à, dans nos métiers de demain, quand on aura tous de l'IA générative dans les mains, comment on fait en sorte pour que nos collaboratrices, nos collaborateurs et même nous-mêmes, on muscle nos soft skills pour que, justement, on amplifie notre ingéniosité. Je n'ai pas la réponse, mais c'est une bonne axe de réflexion que j'ai envie d'avoir avec vous.
Alice, un petit mot de la fin? Alors, je vais peut-être vous permettre de pouvoir anticiper Simplon. Je voulais vous signaler que pour anticiper sur les métiers de demain et surtout les formations de demain, donc il y a déjà la création d'un référentiel des compétences et des formations en IA qui est piloté par le Hub France IA qui va être publié la courant de l'année. Donc notez-le parce que et surveillez la sortie. Ça va vraiment pouvoir vous aider à anticiper tous et toutes. Et puis également avec l'OPIEC que vous connaissez pour la plupart de nom. Donc on a un observatoire de branche pour analyser. Voilà, on lance une étude qui va paraître là également bientôt sur les changements en emploi et compétences dans les années à venir. Donc en fait, l'anticipation, ça paraît fou parce qu'on n'a pas anticipé il y a 2 ans ce tsunami de ChatGPT et IA générative et tous nos beaux fleurons qui commencent à sortir en France. Mais finalement, quand même, vous allez pouvoir avoir des ressources là qui vont sortir dans les semaines à venir et les jours à venir. Et ça va pouvoir nous aider tous, remettre à jour nos référentiels de compétences et de formation. Super. Bah, écoutez, peut-être juste avant de conclure, un dernier tour, c'est quel est l'outil que vous utilisez au quotidien et que vous recommandez à tout le monde d'utiliser en termes d'IA générative? En un mot, Martin. Alors moi, malheureusement, j'ai pas eu le temps de tester la dernière version Llama 3, qui est sortie vendredi dernier, j'étais en vacances, mais qui est très prometteuse et à laquelle on aura tous accès via Meta AI, mais qui apparemment, les retours des personnes en qui j'ai confiance, qui l'ont testé, étaient dithyrambiques. Donc avec un nouvel assistant que vous pouvez après utiliser, vu qu'il est, c'est un modèle ouvert, il est intégré à la fois sur Ging Chat, donc Ging Face qu'il a intégré à ce système, sur Perplexity aussi. Donc il y a plein de plateformes sur lesquelles vous pouvez l'essayer. Et en tout cas, moi, c'est la version que j'utilisais en interne aussi, outil interne auquel on avait accès depuis quelques semaines déjà. Hélène? Pardon, Copilot. Ok, Robert? Moi, je teste le chat postal, entre guillemets, sur une base de connaissances et je suis aussi testeur Copilot, donc je suis très content. Malice? Moi, je suis un peu flemmarde et c'est à cause de toi que je suis picousée à ChatGPT parce que j'ai eu la chance, l'honneur d'être formée par Monsieur Frédéric Bardot himself il y a 1 an pendant 2-3 heures. Voilà. Donc c'est ChatGPT. C'est Frédéric qui m'a formée. Ou déformé alors. Sylvain? Eh bien, moi, j'utilise aussi notre chat interne pour pouvoir le tester également. Henrik, j'ose même pas te la poser la question, mais je suis sûr que tu vas nous surprendre. Oui, parce que je les utilise tous. En fait, je joue avec chacun, donc je ferai la promo de personne. Mais je vous invite à regarder quelques influenceurs, ou je ne sais pas si on appelle influenceurs, des personnes qui postent un peu sur LinkedIn, dont toi, hein, Fred, mais sur les nouveaux outils ou sur l'utilisation de l'IA générative. Et j'ai envie de faire un petit coup de pub à Benoît Raphaël, voilà, qui a créé Flint Media et qui poste beaucoup sur LinkedIn et qui apprend pas mal de choses sur comment on utilise l'IA générative. Moi, voilà, à titre personnel, tous les dimanches, je reçois une newsletter et je la lis. Donc voilà, petit clin d'œil à Benoît Raphaël. Super, merci pour ce clin d'œil. Je suis fan aussi de Benoît Raphaël. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté à ce panel. Je vous invite à découvrir toutes les autres sessions de cette semaine de l'IA, donc faites par Simplon avec le soutien d'Impact AI et de Numéum. Je remercie tous les panélistes, chacune et chacun, parce que vous avez pris de votre temps et vous avez parlé vrai et sans langue de bois. Donc voilà, désolé, on n'a pas le temps de prendre des questions, mais je pense qu'ils seront là pour répondre à vos questions, peut-être le temps d'un dernier café, sauf s'ils partent en courant. Et puis, je vous invite à vous saisir à fond des sujets d'IA et d'IA générative. Mettez les mains dedans, soyez responsables, mais pas coupables. Voilà, merci beaucoup. Merci.